Bon alors, c'est la première fois que je viens à Rouen et la première chose que j'ai vue, c'est effectivement les bouchons. Ça me paraît incroyable cette ville, mais on m'a dit beaucoup de bien. Mais en fait, je vais vous parler aujourd'hui de différentes choses et je vais commencer par quelque chose sur quoi on n'a pas l'habitude de beaucoup parler. Je vais parler un petit peu d'agriculture. Et à votre avis, quel est le pourcentage du secteur, quel pourcentage de secteur agricole représentait, on va dire, au début du XVIIIe siècle, dans l'économie de toute la France, voilà. Quel était le pourcentage de l'agriculture dans le total, à votre avis? 80? C'était effectivement 85%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a au début, on va dire il y a 200 ans, voilà, la majorité des travailleurs étaient des travailleurs ruraux, voilà, étaient agriculteurs. Il faut dire qu'il y a 200 ans, il n'y avait pas d'usine. On était vraiment dans une société rurale, faible productivité, avec finalement peu d'innovation, et même une population assez rétive aux innovations en fait. Tout est manuel, et pourtant on parle d'une société il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 200 ans. 200 ans, c'est à la fois très loin, et à la fois c'est finalement que 8 générations. 8 générations, c'est-à-dire que les arrière-grands-parents de nos arrière-grands-parents vivaient à cette époque-là. Une vie qui n'a strictement rien à voir avec celle que nous connaissons. Moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, et voilà, donc effectivement, je me suis dit, tiens, c'est pas forcément un réflexe pour nous autres, développeurs, codeurs, de regarder un petit peu dans l'histoire pour comprendre et réfléchir notre rôle, notre condition, nous, de développeurs, de codeurs dans la société. Et même, je me suis demandé qu'est-ce qu'un historien du 24e ou du 25e siècle, comment il poserait ses yeux sur nous, ce qu'on fait. Alors, notamment dans le cadre de cette révolution industrielle qui est la nôtre. Alors, révolution industrielle ou pas? Alors, bon, je vais vous faire grâce de l'Antiquité, voilà, du Moyen-Âge, et je vais directement aller à ce qu'on appelle l'époque contemporaine. Voilà, l'époque contemporaine, c'est finalement les 200 dernières années, qui ont commencé, voilà, par cette première révolution industrielle. Voilà. Alors, juste rapidement un petit point là-dessus, parce que vous vous souvenez peut-être, le début du 19e, c'est la première révolution industrielle. Ce qui est intéressant pour la France, c'est qu'on a à ce moment-là un déficit de compétitivité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une démographie moins forte qu'au UK. Et en fait, on va compenser comment? On va compenser avec de la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est marrant de se dire que en fait, notre réputation de qualité, à nous, les Français, ne date pas d'hier, en fait. Et j'ai d'ailleurs une anecdote, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu, notamment quand je suis allé en Inde ouvrir une filiale. Et j'ai rencontré un négociant en marbre indien. Et il me fait « Oh là là, vous êtes Français, vous les Français, vous ne voulez que la qualité. » Alors je fais « Bon, oui, c'est pas comme les Chinois, eux, qui veulent le prix avant tout. Vous voulez la qualité, peu importe le prix. » Et à vrai dire, ça sonnait plutôt juste à mes oreilles, puisque moi j'étais justement en train de monter une équipe de développeurs en Inde. J'essayais d'avoir des bonnes lignes de code, ce qui est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Et donc voilà, la première révolution industrielle, c'est quoi? C'est bien sûr l'énergie, la vapeur au lieu de l'hydraulique, le charbon, la fonte. Donc on imagine bien ce que ça peut être, voilà, des environnements très complets, très durs, hein, très intenses. Un changement de société, notamment grâce au chemin de fer, des nouveaux marchés qui vont quintupler, décupler les rendements. Voilà, on est vraiment c'est la première fois qu'on va assister à un changement vraiment totalement qui va changer la société. Il faut quand même avoir en tête qu'entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, il y a eu 10% de croissance. 10% de croissance, pas 10% de croissance par an, 10% sur toute la durée. Alors nous, effectivement, ça peut sonner un petit peu bizarre à nos oreilles, mais ça n'a pas beaucoup changé. Et là, en fait, c'est à ce moment-là, à partir d'il y a 200 ans, qu'on va rentrer dans une société qui est beaucoup plus dynamique. Il va y avoir une grande conséquence. Bien sûr, ce qu'on appelle l'exode rural, ça va commencer là. Les centres urbains qui vont se créer, le début des ateliers et des usines. Et ce qui est marrant, c'est que déjà à l'époque, c'était mal perçu. En fait, on voyait les machines et les premiers outils comme ça responsables du chômage. Donc c'est là, par exemple, les Luddites au début du 19e, au UK encore. Voilà, il y a des manifestations contre le progrès. Et nous, développeurs et codeurs, on voit déjà, c'est vraiment très d'actualité aujourd'hui, voilà, que toute notre automatisation est en train aussi d'avoir un impact sur la société. C'est ce qu'on va voir jusqu'après. Et en fait, c'est pas du tout récent. Allez, on avance. On parle de la deuxième révolution industrielle, celle qui va voir doubler effectivement la production en 40 ans. C'est vraiment très très fort parce qu'effectivement, encore une fois, jusqu'ici, ça n'avait pas tant bougé.
La deuxième révolution industrielle, c'est l'énergie, c'est l'électricité. Alors, à la première révolution industrielle, on avait bien sûr le charbon, la métallurgie, le textile, la vapeur. Ici, on va parler d'électricité, de mécanique, de pétrole et de chimie. Et les conséquences sur la société sont encore plus fortes. On va réorganiser les entreprises, les usines, grâce aux moteurs électriques. Et surtout, on va inventer la taylorisation. Là, on est en 1913, c'est le Fordisme, le travail à la chaîne, qui va profondément, encore une fois, changer la société. Avec bien sûr l'automobile, qui va aussi bouleverser la mobilité et l'environnement. Alors, le XXe siècle, c'est quand même un contexte historique majeur, jamais vu. On aura multiplié les activités industrielles par 50, la valeur économique mondiale par 20. Et là, on est à la fin de la deuxième révolution industrielle que les historiens planifient autour de l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, je vais plutôt vous parler aujourd'hui de celle qui nous concerne, la troisième révolution industrielle. Mais a-t-elle le même impact que les autres? Peut-être même plus fort? La troisième révolution industrielle, c'est bien sûr l'informatique, l'électronique, l'audiovisuel, les télécoms et comme énergie le nucléaire. Il y a un certain monsieur qui s'appelle Jeremy Rifkin, c'est un prospectiviste américain qui estime que la troisième révolution industrielle sera achevée quand on aura atteint une transition vers des énergies propres, un système décentralisé pour la consommation et la production d'énergie, un smart grid. Et d'ailleurs, cette vision est officiellement adoptée par l'Union européenne depuis 10 ans. Donc c'est ce vers quoi l'Union européenne tend d'aller, vers une société plus propre, notamment au niveau des énergies. Et cette troisième révolution industrielle dans laquelle on est, nous, on vit au cœur, elle a eu des conséquences sociales très importantes. Un capitalisme et un libéralisme complètement débridés, croissance des inégalités, évidemment, mais aussi, globalement, une grande sortie de la pauvreté et une mondialisation, quand même, finalement, au détriment de certaines populations. Alors, je me suis demandé, et des fois, peut-être vous aussi, on peut fantasmer de se dire j'aurais bien voulu vivre certains moments de l'humanité. Par exemple, la découverte de l'Amérique, la ruée vers l'or là-bas, c'est un moment incroyable. L'invention de l'imprimerie, ou même simplement encore l'invention de la vapeur, le début de l'électricité au début du siècle, ça devait vraiment être un moment ultra important, incroyable à vivre. Et en fait, ce que je pense au final, et ce que j'ai réalisé en faisant un petit peu cette recherche, c'est que l'avènement de l'informatique et d'Internet, c'est sans doute encore plus bouleversant que tous ces moments-là. Et qu'on est quand même dans un contexte économique complètement inédit. Parce qu'il y a un graphique que je trouve vraiment très parlant, c'est celui-ci. C'est le produit intérieur brut mondial. On voit qu'il en fait, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'au début des années 1900. Et puis là, une grande création de valeur. Et ce qui est marrant aussi, c'est que là, le graphique se termine en 2003. Et qu'en fait, depuis, on a encore doublé. C'est-à-dire que là, c'est 2 fois plus haut. On est à 80 000 milliards de PIB. Alors on peut se dire, oui, c'est que de l'économie. Non. En fait, la réalité, c'est qu'on est dans un contexte économique extrêmement dynamique comme on n'a jamais vu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de personnes qui apprennent, qui sont formées, qui connaissent, dans le monde entier, et à commencer par des ingénieurs et des développeurs. Alors potentiellement, j'aime bien me dire que c'est peut-être un des moments charnières de l'humanité qu'on est en train de vivre, nous, et on a quand même de la chance d'être là en ce moment. Donc c'est peut-être la troisième révolution industrielle qui est peut-être la plus excitante pour nous, codeurs, ingénieurs. Alors justement, c'est quoi être codeur? Donc on en vient au thème. C'est quoi être codeur? Et a priori être codeur full stack. Eh oui, le mot est lâché. Bon. Alors comment on est full stack? Comment on devient full stack? Comment on est un développeur qui touche à tout? Voilà. Donc le matin on se réveille, on trie ses newsletters, on lit pendant les transports, pendant les bouchons éventuellement. On code le matin, ensuite pause-déj, où on doit se maintenir à nouveau en lisant les blogs. Le soir, c'est tutoriel, Cora, Stack Overflow et commit sur les side projects. Et ça, c'est juste pour être à jour, pour se tenir informé de ce qui existe. Et à jour en quoi? À jour en back-end, bien sûr. Back-end, front-end, Angular 4, 5, React, Vue, tout le monde connaît ça par cœur. Le dev natif, l'Internet des objets, l'intégration continue, la containerisation, l'orchestration, tout ce qui est blockchain, qu'on connaît bien sûr, les grids, la sécurité, et j'ai oublié bien sûr les bots, le machine learning, le deep learning, l'IA. Donc voilà, si vous êtes full stack, voilà tout ce qu'on doit connaître
pour être bien. Donc, réglons la question du full stack. Il n'existe plus. C'est impossible aujourd'hui d'être full stack. Certes, il y a une époque que certains ont connue, c'est où pour être full stack, il suffisait d'avoir un petit FTP, d'avoir un petit serveur LAMP dans lequel on envoyait du code par FTP, on bricolait du HTML4. Bon, certes, là, on était full stack. Mais ça, c'est fini, évidemment. C'est marrant de penser que quand on parle à un développeur, et moi aussi je fais souvent l'approche, c'est-à-dire qu'on va demander tu codes en quoi? C'est quoi ta techno? C'est quoi qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu es back-end, front-end? Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on se définit, et je trouve que c'est potentiellement un problème. Parce que voilà, le développeur, lui, il n'est pas qu'un développeur, il n'est pas qu'un codeur. Il ne devrait pas l'être en tout cas. Et c'est pour ça que je viens avec une nouvelle idée, en tout cas une nouvelle approche, qui au lieu de dire je suis full stack, je connais toutes les technos, le large spectre, je préférais qu'on parle de développeur universel. Alors le développeur universel, c'est la personne qui ne va pas seulement coder, mais qui va aussi penser à la création de valeur, plus globalement. Parce que ce qui est difficile aujourd'hui quand on est développeur, codeur, c'est qu'il y a un espèce de grand écart. D'un côté, on va devoir se spécialiser pour être compétitif. Et oui, dans une industrie complètement globalisée dans laquelle n'importe quelle personne avec un ordinateur dans n'importe quel coin du monde peut vous prendre notre taf, ben, il faut être excellent. Il faut être spécialisé, ultra bon dans un domaine. Mais de l'autre côté, ce que je dis ici, c'est qu'il faut être également capable d'avoir une réflexion et une compréhension du marché et de la création de valeur pour savoir quelles vont être les conséquences de ce que nous, on exécute en tant que développeur. C'est quand même pas anodin de réaliser aujourd'hui que les grands GAFA, les grandes entreprises, les plus grandes valorisations boursières du monde, sont effectivement des boîtes qui font leur valeur grâce à du software. À l'exception un petit peu de Apple qui fait encore beaucoup de hardware, mais globalement, c'est une exception. Quand on parle de Google, d'Amazon, de Facebook, de Microsoft, aujourd'hui, c'est quand même des mastodontes du software. Et donc la création de valeur vient de là, et même on pourrait dire, ce qui est marrant, c'est quoi la différence entre un objet et un smart objet? Entre une montre et une smartwatch, entre une balance et une balance connectée, c'est du temps de codeur. C'est du temps de vous, nous, qui passons sur un objet. Et donc pour moi, le développeur aujourd'hui, pour être universel, doit à la fois savoir coder, mais en même temps avoir une réflexion entrepreneuriale, responsable, visionnaire de savoir ce qu'il est en train de faire et pourquoi il le fait. Parce que, en fait, le codeur aujourd'hui dans la société, dans la troisième révolution industrielle, c'est lui qui a un impact majeur. On a parlé évidemment des conséquences que pouvait avoir la première, la deuxième révolution industrielle. Alors par exemple, quand Marx, lui, il analyse la sortie du féodalisme et de l'entrée dans le capitalisme, à la création du prolétariat, voilà, il a réfléchi à la conséquence de cette révolution industrielle. Tout comme Jaurès, qui réfléchit à la place de l'employé vs l'employeur, ou bien sûr plus libéraux et que les économistes type Keynes ou Friedman qui réfléchissent à l'économie. Mais nous, les développeurs, c'est un peu nous qui allons devoir concrétiser la vision que je vous ai évoquée tout à l'heure sur la troisième révolution industrielle pour avoir une société décentralisée, une énergie gratuite et limitée, une smart grid qui va tout interconnecter. Et on pourrait se dire, oui, bah, nous, très bien, les développeurs, on ne fait que coder des petits trucs. Non, pas du tout. Parce que ce n'est pas le politique et l'État qui va faire ça. Certes, l'État et la politique peuvent jouer un rôle. Par exemple, pourquoi la première révolution industrielle a réussi à germer au Royaume-Uni? C'est notamment grâce à l'invention des brevets, qui est quand même effectivement une invention de l'État, de la politique, qui dit bah voilà, on va pouvoir créer des monopoles temporaires pour assurer une rentabilité aux inventions. Et bien typiquement, mais c'est pas eux qui ont inventé pour autant. Et je pourrais faire une petite parenthèse, effectivement, sur cette notion du politique. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que nous, en France, et plus globalement en Europe, on est un petit peu coincé, et c'est en train de vraiment se cristalliser depuis 5 à 10 ans. On est coincé entre les US et la Chine. Parce que les US sont quand même en train de... Voilà, ils ont pris tout le marché du software. Enfin voilà, aujourd'hui, il n'y en a aucun d'entre vous qui n'utilise pas les GAFA. Et puis de l'autre côté, on a la Chine qui est en train de créer des énormes, voilà, avec Baidu, Tencent et Alibaba, tout ça, c'est des grosses entreprises qui sont aujourd'hui quasiment de l'équivalent des GAFA. Et nous, au milieu, eh bien, on n'a pas su créer quoi que ce soit d'équivalent.
C'est quand même notable parce que ça veut quand même dire que potentiellement, sur le long terme, ça pourrait nous desservir. Et ce qui est marrant quand même de se dire, c'est que les seuls qui ont réussi à combattre les US d'une certaine façon, c'est la Chine. Et comment ils l'ont fait? Grâce aux politiques, simplement en disant, écoutez, il n'y aura pas de Google et de Facebook chez nous, on va tout bloquer. Donc c'est un peu bourrin, mais la réalité c'est que ça a marché. Donc évidemment, je ne fais pas l'apologie de la Chine, il y a plein de défauts en Chine où j'ai aussi eu l'occasion d'aller, mais il faut reconnaître qu'ils ont réussi quelque chose que nous, en l'état, on n'a pas réussi. Donc évidemment, je simplifie un petit peu, mais voilà, c'était une petite parenthèse. Mais pour nous, pour les codeurs qui réfléchissent à leur place dans la société, il est important pour moi de concevoir, de réfléchir au pacte social de demain. Et on ferait bien de s'inspirer des hommes d'esprit universels tels Léonard de Vinci, Descartes, Newton, et même plus récemment des Marx, des Einstein, qui ont su, eux, ne pas réfléchir juste sur la science, mais également sur la philosophie, la société, l'art, l'économie. Parce que, en fait, si le présent, aujourd'hui, pose déjà des questions, ce qui arrive, c'est encore plus fort. Après la mécanisation, l'industrialisation, l'automatisation, c'est la 4e révolution industrielle, qui va mêler collaboration des systèmes et intelligence artificielle, pour aboutir à une intelligence artificielle forte. On va voir juste après ce que ça va être. Donc c'est inéluctable. C'est clairement inéluctable vu les efforts entrepris. Je rappelle que là, on est quand même dans un contexte où on a d'un côté les États-Unis, la Chine et même tout le monde qui dit qu'on va faire de l'IA à mort. Et on est quand même dans un contexte économique où on n'a jamais eu autant de sachants, on n'a jamais eu autant d'énergie sur la formation, on n'a jamais eu autant d'ingénieurs dans le monde. Donc tout laisse penser que non seulement on va y arriver, mais on va y arriver assez vite finalement. Alors on va voir justement à quelle échéance potentiellement, mais on doit nous y réfléchir. Alors je ne vais pas vous faire un large topo sur l'IA, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais l'idée c'est plutôt d'envisager les conséquences sur la société pour nous, via nous, ce que nous on va faire les développeurs. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les métiers intellectuels vont être les premiers, sont principalement ceux qui vont être touchés en premier. Ouais. Les comptables, les avocats, les radiologues, donc on le prédit depuis des années, mais c'est déjà le cas. Mais comment? En fait, tous les métiers dont le principe c'est de prendre des données en entrée et en sortir, de faire une analyse, vont être dans pas très longtemps supplantés par évidemment l'intelligence artificielle. Comment combattre le big data? Comment imaginer qu'on puisse faire confiance à un avocat qui va simplement être capable d'invoquer quelques bribes de mémoire pour traiter un dossier alors qu'une machine est capable effectivement d'invoquer l'ensemble de la connaissance historique sur un sujet donné? La 4e révolution industrielle, ça va en plus mettre en place une collaboration des systèmes. On en parle déjà pas mal avec les smart cities, mais plus que jamais, les systèmes vont collaborer, vont se connecter. Et à court terme, donc tous ces métiers vont disparaître à cause de nous. Il faut être clair, c'est nous qui allons coder ça. Et d'ailleurs, je prédis qu'un grand nombre d'entre nous, va en fait switcher sur du machine learning et de l'IA dans les 10 ans à venir. Surtout ce qui sera en fait complémentaire à ce que les programmes ne peuvent pas faire. Ce qui est intéressant aussi en termes d'usage et de société, c'est de voir comment les assistants vont tout balayer. Ça, j'ai une intime conviction là-dessus. C'est que le temps des sites de recherche est bientôt révolu. Et c'est même pas que moi qui le dis, même Google, aujourd'hui, le grand mojo de Google, c'est de dire c'est la fin du SEO, du search, c'est le début de l'ère de l'assistance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on nous bassine avec du SEO, 15 ans qu'on essaie d'être en top de Google, alors que demain, l'enjeu, c'est plutôt d'être premier sur les assistants virtuels, premier sur Google Home, sur Alexa, sur Siri. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nos métiers à nous vont évoluer, bien sûr. Combien de temps vous pensez qu'on va continuer à chercher sur des petites interfaces, sur des mobiles, sur des claviers qui ne sont même pas physiques, qui ne sont finalement pas très pratiques? Combien de temps on va faire ça? Est-ce que vous pensez que ces interfaces de smartphones vont continuer à vivre pendant 10 ans, 15 ans? En réalité, non. C'est très probable que ça va être très remplacé pour la grande majorité de ces interfaces par la voix. Satya Nadella, le CEO de Microsoft, qui a remplacé Steve Ballmer il y a quelques années, a vraiment bien pris ce tournant. Sa vision, c'est Voice is the next platform. Et c'est clair. C'est clair que ça va beaucoup changer. Et même aujourd'hui, Google dit eux-mêmes, sur mobile, 25% de nos queries sont via la voix. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'interfaces qui vont disparaître. Et oui, parce que
toutes les interfaces type La Fourchette, Liligo, Booking, voilà, on imagine combien de temps je vais chercher pendant 20 minutes le bon restaurant ou le... Non, typiquement ce qui va se passer, ça va être le majordome, l'assistant virtuel qui va s'en occuper. Parce qu'évidemment, imaginez qu'on aurait tous accès à un majordome réel. Quelqu'un qui s'occuperait de nous 24 heures sur 24, qui s'occuperait de la maison, qui s'occuperait de toute notre vie, ce serait génial. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais imaginez qu'ils connaissent tout, vos préférences, votre budget, votre humeur, votre agenda. Ben voilà, on lui demanderait tout et il aurait toujours la bonne réponse. Et c'est ce qui est en train de se passer, honnêtement, avec le majordome virtuel que sont Google Home, Alexa et compagnie, Google Assistant. Google Assistant, c'est quand même ultra puissant et on n'est encore qu'au début. Notamment parce qu'en fait, finalement, ces assistants virtuels ont une connaissance historique de ce que vous faites, de ce que nous faisons, qui est majeure. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde n'utilise pas Google à fond la caisse. Certains font l'effort d'éviter Chrome, certains font l'effort d'éviter même Google à certains égards. Certains font l'effort d'éviter Amazon ou Facebook. Néanmoins, une grande majorité des gens utilisent Google totalement. C'est-à-dire Chrome, Gmail, Android, Google Home, Maps. Donc Google, c'est tout. Donc, OK, mais pourquoi pas au final et ça veut dire que Google est capable à tout moment de savoir ce que vous préférez et donc est un majordome extrêmement performant. Et donc l'enjeu pour les développeurs tels que nous va être finalement de s'interconnecter avec ces assistants. Oui, parce que, par exemple, aujourd'hui, imaginons que je suis un développeur chez Booking ou chez La Fourchette, potentiellement, mon enjeu, ça va être que si je demande à Google, il me faut un restaurant, qu'il aille taper chez La Fourchette plutôt que chez un autre. Ou que si j'ai besoin d'un billet de train, d'aller taper chez Voie SNCF plutôt que chez Trainline, ça va être leurs enjeux. Donc là, ça va être les enjeux pour tout le monde. Parce que c'est déjà le cas. Hein. Aujourd'hui, est-ce que certains d'entre vous ont acheté un Google Home ? Ok, bon, je suis le seul. Ah, on est deux. Bon. Vous pouvez quand même tester à quoi ça ressemble en faisant votre Google Assistant en Android, mais donc c'est quand même majeur aujourd'hui. Si on demande à Google Home, il me faut un billet de train, il se connecte avec Voie SNCF et il est capable de vous dire les trains qui arrivent. Et c'est que le début. On est vraiment qu'au début. Donc ça ne va pas prendre 10 ans à se mettre en place. Ce qui veut dire que vraiment nos métiers là-dessus vont beaucoup évoluer. Il est très possible que dans 5 ans, l'immense majorité des réservations de restaurants, des réservations de billets de train, ou même des recherches sur un tas de domaines, passent non plus par du SEO, par des moteurs de recherche, mais directement par les assistants, et notamment via les mobiles, mais bien sûr via des systèmes comme les montres, comme des oreillettes, comme des enceintes connectées à la maison. Alors évidemment, ce sont des scénarios qui, à certains égards, proposent des challenges techniques que vous êtes tous capables de gérer, des appels à l'API, de la conception d'interactions conversationnelles. Pas de problème, c'est finalement assez facile à gérer. Par contre, il y a des notions qui sont un peu plus complexes, comme les questions éthiques. À qui va appartenir toutes ces datas ? Potentiellement à l'assistant, à Google, à Amazon. Mais est-ce qu'on va voir émerger peut-être des assistants open source ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Hein. Aujourd'hui, des équivalents Google Home, un Firefox qui remplace un Chrome et l'équivalent d'un Firefox pour un Google Home ou un Alexa, ça n'existe pas. Alors certes, il va y avoir quelques petites idées qui commencent à germer, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, Google Home et Alexa, ils ont un boulevard devant eux. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est prêt à les en empêcher. Je rappelle que Alexa, aux US, c'est 15 millions d'enceintes connectées vendues. Ce n'est pas un petit phénomène. C'est vraiment en train de changer la donne. Quid de l'open source, quid de l'indépendance, et bien sûr, quid de la pub. Comment s'assurer que nos assistants personnels ne vont pas être corrompus ? Comment s'assurer qu'ils ne vont pas placer des produits de façon interdite ? Qui décidera pour nous ? Parce qu'aujourd'hui, et c'est peut-être déjà trop tard en fait, les décisions qu'on pense prendre en choisissant un restaurant, en choisissant une entreprise, en choisissant un prestataire, sont complètement guidées, ou même en choisissant un président de la République, sont complètement guidées par ces grandes entreprises. Donc c'est un vrai sujet parce que, en fait, potentiellement, pour vous, vous allez avoir un impact là-dessus, vous devez réfléchir à ça. Chacun d'entre nous doit avoir un avis, une expertise sur ces questions-là. Alors ça, c'est pour le court terme. C'est ce que je pense dans 10-15 ans. Voilà, et c'est
c'est 10-15 ans, pour la plupart d'entre vous, c'est quand même votre carrière qui va jouer. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, une bonne partie notamment les gens qui sont dans le web, il n'y a pas que des gens qui sont dans le web ici, mais notamment ceux qui sont dans le web vont être beaucoup touchés par ça. Mais si je vous parle un petit peu de long terme, le futur de l'IA est l'apogée de la 4e révolution industrielle. On va avoir des ordinateurs très très puissants et on va voir émerger l'avènement de la super-intelligence. Alors il y a un article très sympa de Tim Urban, de Wait But Why, qui est un blog américain dont le principe c'est d'écrire peu d'articles, mais très longs et très documentés, qui nous propose la façon dont on peut mal comprendre l'intelligence, nous, en tant qu'humains. Et il explique, par exemple, qu'aujourd'hui, voilà comment nous, on voit l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit, il y a un grand écart entre des gens très idiots et des gens très intelligents. Et finalement, il y a un grand écart entre nous et les chimpanzés, les insectes et tout. Alors qu'en fait, la réalité, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas beaucoup, au niveau du règne animal, il n'y a pas beaucoup de différence entre un humain très bête et un humain très intelligent. Par contre, il y a des grands gaps entre les différentes espèces, à certains niveaux. Et du coup, ça montre que nous, humains, on n'a peut-être pas une bonne notion de l'intelligence artificielle, de comprendre comment elle va monter. Et aujourd'hui, on estime qu'effectivement, l'intelligence artificielle est à peu près là, mais qu'elle va monter très vite. Elle va monter très vite, et ce qui est très probable, c'est qu'au moment où on va se rendre compte qu'elle est en train de devenir intelligente, eh ben en fait, elle va nous passer devant à la vitesse de l'éclair. Pourquoi ? Parce qu'en fait, potentiellement, en quelques semaines, en quelques mois, on va passer d'une intelligence artificielle juste un peu comme un peu idiote, enfin comme un enfant de 4-5 ans. Et puis voilà, vu qu'elle va s'auto-générer, s'auto-apprendre, s'auto-éduquer, elle peut aller très vite. Et quand on a demandé, alors lui il a fait l'exercice de recompiler toutes les prévisions, les pronostics de tous les experts du sujet en disant, on estime que globalement, une intelligence artificielle globale, qui est, on va dire, le niveau d'un humain, selon les prédictions, arrivera aux alentours de 2040. C'est-à-dire qu'on sera tous plus ou moins vivants à ce moment-là. Et donc, on va connaître une intelligence artificielle capable de nous remplacer. Quant à la super intelligence artificielle, celle qu'on sera incapable de comprendre, on ne va même pas comprendre les concepts de son niveau d'intelligence, parce qu'effectivement, on imagine bien une courbe exponentielle de l'intelligence, et on sera incapable, avec nos cerveaux, avec notre intelligence, de comprendre ce que produit une telle intelligence artificielle. Ça pourrait arriver en 2060. Donc ça, ce sont les estimations de base, on va dire de moyenne. Alors certains pensent que ça va arriver beaucoup plus tard, d'autres qui pensent même que ça va arriver plus tôt. Mais donc une bonne partie d'entre nous va connaître cette super intelligence. Et quelles vont être les conséquences sociales de cette super intelligence ? Ce qui est intéressant de réfléchir en amont, parce que ça va nous concerner tous. Potentiellement, tout va devenir gratuit, car tout va être automatique. Alors évidemment, je caricature un petit peu, mais on imagine très bien que il y a une grande partie des choses qui vont devenir automatiques et donc gratuites, c'est-à-dire la production énergétique, la consommation, la production de nourriture, même la production finalement de maisons, d'habitat peut être automatisée. On le voit déjà avec des premières expériences d'impression 3D de maisons. Bon, c'est certes encore petit, mais on imagine bien l'idée que ça peut donner. Et même sans parler de effectivement la capacité de ces superordinateurs de vaincre des maladies qu'aujourd'hui on n'arrive pas à vaincre. Alors je vois très bien ce que vous pouvez vous dire, c'est pas pour demain, ce sera peut-être dans 100, 200, 500 ans, et on n'en connaîtrait pas ça. Il ne faut pas être complètement sceptique, parce que je vous rappelle que l'homme de 1800, si on l'avait expliqué que 200 ans plus tard, on passerait de 85% d'une société pratiquement encore féodale, donc 85% de gens agriculteurs, à aujourd'hui, vous savez combien il y a d'agriculteurs en France aujourd'hui, en pourcentage ? 2%, entre 2 et 3%. Donc on est passé de 85% d'une société complètement orientée sur l'agriculture à 2-3% de quelques-uns qui ont développé une culture extrêmement intensive, et on va arriver bientôt à 0,01%, c'est-à-dire pratiquement plus personne. On peut admettre que dans 50 ans, il n'y aura plus d'agriculteurs. On n'aura que des machines de ce type-là et des ingénieurs dont le boulot sera de s'assurer que ça marche bien. Donc, certes, ça ne s'est pas passé en 2 secondes. Là, ça a pris 200-250 ans. Mais il faut se rappeler aussi, le graphe que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on n'a jamais été dans une société aussi dynamique. C'est vraiment une situation inédite en termes économiques. Il n'y a jamais eu autant d'ingénieurs, jamais eu autant de savoir, jamais eu autant d'énergie et de budget mis sur le développement de la connaissance.
Ça, c'est une usine dans le noir. Ça existe. Et effectivement, il y a des usines où il n'y a même plus d'humains, donc on n'allume plus la lumière, on ne met plus de chauffage. Voilà, l'usine tourne toute seule. Donc voilà, on peut se dire, oui, bah nous, vous connaissez la phrase, en 2000, on voulait des voitures volantes et on a eu 140 caractères. On a eu Twitter. Donc, encore une fois, n'oublions pas le contexte économique extrêmement favorable, encore une fois inédit et florissant, qui peuvent nous laisser penser que, voilà, on aura finalement ce grand changement. Et des grands changements qui peuvent avoir comme conséquence, voilà, qu'une grande majorité de la population ne va plus travailler. Et pourquoi pas? Voilà, qu'on passerait de 90% d'actifs à 20, 30% d'actifs, même moins. Les autres, voilà, vivront une vie paisible, avec du pain et des jeux, comme on dit. Contrôlés, des gens très contrôlés, voilà, pour la paix. Et la prospérité, c'est peut-être encore ce qui peut nous arriver de mieux, pardon. Un exode urbain, on n'aura plus besoin de s'entasser dans des villes polluées, parce qu'on n'aura plus besoin de travailler dans des usines ou dans des bureaux qui sont tous au même endroit. Donc potentiellement, on va assister à un exode urbain, notamment aussi encore plus grâce à Internet. On aura un paroxysme du libéralisme, avec quelques ultra-riches qui contrôleront l'intelligence artificielle, et le reste du monde. Voilà. Potentiellement, c'est peut-être le moins pire. Ou alors peut-être que c'est l'État qui va prendre la main là-dessus à un moment donné, qui va donner des permis à l'intelligence artificielle. Vous n'aurez pas le droit d'utiliser un certain niveau d'intelligence artificielle, comme certaines notions. Par exemple, aujourd'hui, les États essaient de limiter le nucléaire dans le monde. Bah, peut-être qu'il va y avoir aux Nations Unies un consensus pour limiter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais j'en reviens à nous développeurs, pas full stack, mais développeurs universels, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? En fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, c'est nous qui allons développer finalement les boîtes de demain qui vont faire ça. C'est clair. C'est vous qui allez le faire. Et d'ailleurs, on serait bien malin de commencer à se former un peu plus que prévu. Alors pour ceux qui n'ont jamais touché à tout ça, voilà quelques livres qui peuvent vous aider à vous lancer un petit peu dans le machine learning, dans le réseau de network, de neuronal, ce genre de choses. Ça peut être un bon move parce qu'aujourd'hui, clairement, je travaille aussi un petit peu dans le recrutement via CommitStrip. Je suis extrêmement sollicité par un tas de recruteurs qui me demandent, moi j'ai besoin de développeurs. Alors vous savez tous qu'il n'y a pas assez de développeurs. Génial. Bon, il y a du boulot pour tout le monde, plus ou moins. Dans notre secteur, on est vraiment dans un secteur, je pense que beaucoup l'ont un peu remarqué, mais on est quand même dans un secteur qui est délirant par rapport au reste du marché. Hein. C'est-à-dire qu'il est complètement inversé. On n'a jamais vu normalement des gens qui se cachent des recruteurs, ça n'existe pas dans d'autres marchés. Voilà. Ici, ça existe. Voilà, il y a beaucoup de gens qui reçoivent plusieurs mails par semaine de recruteurs. Donc ça c'est vraiment notable, c'est intéressant, mais c'est encore plus notable quand on est dans le machine learning et carrément, ça n'existe pas. Il y a des tas de... Aujourd'hui, il y a plein de gens qui recrutent dans le machine learning, dans l'IA, et il n'y a personne qui est bon. Donc aujourd'hui, il y a même des gens qui se battent pour recruter les stagiaires parce qu'il y a très peu de formation. Bon, voilà. Dans tous les cas, si vous seriez bien inspiré, on serait bien inspiré de commencer à regarder un petit peu ça, parce que, en tous les cas, en termes de carrière, c'est intéressant. Alors, parce que on pourrait même dire cyniquement, il va y avoir un petit peu des gagnants et des perdants dans cette grande transition avec l'intelligence artificielle. Alors, si on veut être peut-être qu'il y a plus de chances d'être parmi les gagnants si on est dans l'intelligence artificielle, si on y travaille dedans. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un grand nombre de développeurs aussi dont le métier va disparaître, il faut être clair. Donc, et ça va pas prendre, encore une fois, 30 ans. Déjà, les développeurs front-end ça va beaucoup être changé, justement, par cette notion d'assistant, qui vont tuer un grand nombre d'interfaces. Donc, pas dans un an, mais je pense dans 5 ans ou 10 ans, on ne parlera pas du tout des interfaces de la même façon qu'on parle aujourd'hui. Il y aura des grands experts de conversation, des grands experts d'interaction entre les assistants et les humains, mais globalement, même ça va être automatisé très vite. Donc voilà. Allez, je conclue en vous parlant justement de ce développeur universel. En fait, ce qui est marrant, je voulais vous dire juste avant, c'est qu'au final, on n'a pas tant de développeurs connus. Même en France, on n'a pas tant d'ingénieurs qui sont extrêmement connus, qui prennent la parole publiquement. Et je le regrette parce que finalement, qui sont les développeurs ultra connus, qui prennent la place dans la politique? Il se trouve que, même si on se souvient, il n'y a pas très longtemps, la loi Adopi, qui a été montée par une prof de lettres, j'aime beaucoup les lettres, mais à un moment donné, c'est que quand tu parles de pare-feu OpenOffice, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc
Je troll pas, mais vraiment, c'est que il y a des gens, par exemple, je sais qu'à Singapour, il y avait le président ou un des premiers ministres qui avait un Master of Computer Science. Enfin voilà, à un moment donné, il faut connaître un petit peu le sujet. Tu ne débarques pas dans l'informatique sans bagage. Et donc, pour avoir un avis là-dessus, bah, il faut quand même connaître un peu le secteur. Et même notre président, qui met beaucoup l'accent sur les startups actuellement, bah, lui-même est un pur littéraire. Donc, il faut quand même se faire accompagner par des gens qui vraiment connaissent l'état de l'art de l'industrie, l'état de l'art de l'IA, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'IA, c'est très avancé, d'autres qui savent bien que ce n'est pas encore non plus très avancé. Et, parce que même nous, quand on parle de grands geeks français, on parle de qui? On parle de Xavier Niel, qui est un super entrepreneur, mais c'est même pas un ingénieur. Enfin, voilà. Donc c'est intéressant que nous, les développeurs, nous les ingénieurs, on puisse prendre plus de poids, plus de parole pour s'exprimer sur notre pacte de société. Donc si je résume un petit peu, donc le développeur full stack, il est mort. Il faut être développeur universel, il faut connaître le machine learning, l'IA, mais il faut être aussi philosophe, économiste, politique, même sociologue. Bon, eh ben on va encore moins dormir la nuit. Merci à tous.